art, And I'm an artist and a troublemaker. culture, Que cette invisibilisation médiatique, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensée. féminisme, Question de faire croire que c'était d'affreuses bonnes femmes qui détestaient la moitié de l'humanité. Nora Firoguet podcast. On commence 2020 puissamment. Fin décembre, j'ai rencontré virtuellement, Covid oblige, Sonia Gassemi. Sonia a 25 ans et déjà 1000 vies. Un parcours tellement inspirant, une voix audacieuse et affirmée. Je vous laisse écouter cet entretien passionnant et à très vite. Bonjour Sonia. Je t'ai rencontrée pour la première fois à l'Institut du monde arabe au mois de mars lors de la table ronde sur le féminisme et la révolution. Depuis, je te suis sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de t'interviewer. Du coup, est-ce que tu peux commencer par me parler de ton parcours professionnel et de tes études, s'il te plaît? Bon, ça va faire un peu une longue histoire, mais on va essayer. Donc, j'ai eu mon bac en 2015. J'ai entrepris des études en littérature russe. Je me suis très vite, finalement, j'ai très vite vu que je me suis très vite rendu compte que c'était pas vraiment mon délire. Parce que c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que, comme tu le sais, l'alphabet russe, c'est pas la même que l'alphabet dite latine, c'est l'alphabet cyrillique. Et on était arrivé à la lettre D, et à côté, on avait un prof de morphosyntaxe qui nous demandait de conjuguer des verbes alors qu'on était au D. Je me suis dit, bon, ok. Et apparemment, en fait, ils n'avaient aucune méthodologie. Et après, je suis passée vers la sociologie parce que à ce moment-là de ma vie, je donnais des cours dans un orphelinat en Algérie, d'anglais et de français, et j'avais demandé à leur tuteur qui s'occupait d'eux ce qu'il avait fait comme étude parce que ça m'intéressait beaucoup. Et il m'avait dit que finalement, ce qu'il avait fait auparavant, c'était de la psychologie. Donc, tronc commun sociologie, puis tout de suite après psychologie. J'ai entamé un cursus en sociologie, puis en psychologie, mais je n'ai jamais été quelqu'un de très actif, du moins à l'école, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment très autodidacte et je m'ennuie vraiment très vite à partir du moment où il n'y a pas d'interaction. Quand quelqu'un me raconte des cours qu'il lit sur un polycopier, ça m'ennuie tout de suite et je n'ai pas vraiment envie de suivre. Donc techniquement, ce que je faisais, c'est que je rentrais juste pour passer les examens, que je révisais, les cours, je les révisais un peu toute seule. À côté de ça, dès que j'ai eu 19 ans, je me suis un peu, beaucoup même engagée avec Amnesty International. Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire partie d'une association, mais quand j'avais 16 ans, que j'avais trouvé une association caritative près de chez moi, mes parents avaient comment te dire, ils avaient eu une réaction assez hostile par rapport à l'idée, puisque j'avais pas forcément beaucoup le droit de sortir, et comme c'était un peu des rondes le soir pour aller voir des gens à l'hôpital ou même des TT SDF, ils étaient pas forcément pour. Donc moi je me suis dit, bon ok, si tu veux faire quelque chose, faut juste pas leur dire. Donc à 19 ans, j'ai fait de mes recherches, j'ai trouvé Amnesty International, j'ai aimé le concept, j'ai aimé finalement l'essence même de faire de l'injustice une affaire personnelle. Et j'ai commencé à activer auprès de... Ça m'arrangeait énormément puisque ça ne demandait pas une présence physique. Je faisais des formations en ligne. Je faisais aussi signer des pétitions. Je formais des gens autour de moi. J'étais encore lycéenne à ce moment-là. Et j'ai évolué jusqu'à être la coordinatrice de mon antenne. En étant coordinatrice de mon antenne, ce que je faisais, c'est que j'avais initié un club de lecture, un ciné-club, une troupe de théâtre et des formations, passations de savoir pour former éventuellement les jeunes de mon antenne à être autosuffisants en matière de droits humains. En parallèle de ça, j'ai travaillé dans un opérateur culturel quand j'avais 22 ans. Avant ça, plutôt, j'étais stagiaire à l'ONU, le Fonds des Nations Unies pour la population, toujours sans que mes parents le sachent pour le coup. J'avais un emploi du temps très flexible,
à la fac, vu que je n'y allais pas souvent, donc j'étais stagiaire. Et j'étais stagiaire appui au programme. Je gérais une troupe de théâtre et un projet de recyclage artistique. Troupe de théâtre que j'avais entrepris avant d'être stagiaire à la base. Donc c'était un projet, un coprojet entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le YPEER, le Youth Peer Education Network. J'ai été formée en théâtre interactif. Nous avions écrit une pièce de théâtre interactif tous ensemble qui s'appelle I Invent les rôles. En français, ça donnerait Venez, on s'échange les rôles. Et ça soulignait finalement euh, presque l'absurdité des stéréotypes de genre et puis la violence de la société envers la femme. On s'échangeait les rôles sociaux des femmes et des hommes pour que justement eux puissent finalement sentir ce que nous on ressent au quotidien. Par exemple, dans cette pièce, je jouais une fille qui harcèle un garçon dans la rue. Au début, c'était marrant pour lui, mais en fait, plus la pièce avançait, plus la pression montait, plus ça devenait juste insupportable. Et au moment où ça devenait insupportable pour lui, il faisait monter quelqu'un du public qui trouvait ça fun au début, pareil. Et dès que ça devenait juste insupportable, j'essayais de faire passer mon message du style, oui, nous, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est même pas une blague. Et donc, voilà, à l'ONU, j'ai aussi participé à quelques formations et quelques consultations subrégionales. Par exemple, j'ai représenté l'Algérie avec deux autres jeunes sur la consultation subrégionale contre l'extrémisme violent et pour la promotion de la paix et de la jeunesse. Ça s'est passé en Tunisie et ça regroupait la région MENA, donc l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Libye. C'était très intéressant pour moi, c'était très enrichissant. En rentrant de Tunisie, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée demander un stage dans un quotidien assez connu en Algérie qui s'appelle Liberté. Je n'avais finalement aucune expérience en journalisme, mais je savais que j'aimais beaucoup écrire, donc j'ai juste envoyé un mail au rédacteur en chef qui était d'ailleurs disponible sur le net en lui disant écoutez, vous ratez votre chance si vous ne me prenez pas. C'était de l'abus complet parce que je ne savais pas si j'étais douée ou pas. Il m'a dit écoutez, la littérature c'est pas comme le journalisme. Je dis oui, mais essayez-moi. Donc il m'a envoyé couvrir un événement, j'avais pas de badge, j'avais rien en fait, j'étais une espèce de clandestine. Il m'a dit vous faites l'article, vous faites une couverture photo et vous faites une vidéo qui retranscrit le, l'événement en soi. Et du coup, j'avais commencé par prendre des photos, j'ai passé la nuit à essayer de faire un montage, c'était complètement nul. Et j'ai terminé par l'article que j'ai écrit, je les ai envoyés le lendemain, et le rédacteur en chef m'a appelé pour me dire que j'avais le stage. Je dis oui, wow, je le savais, je savais pas, je savais aucunement ce qui allait se passer, mais ça avait marché. J'ai retenu de là que pour faire quelque chose, il fallait avoir de l'audace et avoir un tantinet confiance en soi, même si c'est faux, faire croire à l'autre qu'on a confiance en soi, et puis travailler dur. Après ça, j'ai commencé à travailler dans un opérateur culturel qui s'appelle Vivarium, où j'étais chargée du programme culturel et artistique. Donc, je faisais, entre guillemets, la programmation artistique. J'appuyais les artistes pour leurs œuvres, pour l'exposition, la scénographie, les performances, les IP et même enfin, tout ce qui est en rapport avec le programme artistique. Là-bas, j'ai aussi créé une troupe de théâtre interactif et on a co-géré avec le Fonds des Nations Unies pour la population un projet de recyclage artistique où nous avions éventuellement formé des jeunes femmes, des femmes et des jeunes sur les techniques de recyclage artistique. C'est-à-dire que ça avait dans un premier temps une portée écologique. Ensuite, ça avait une portée, à mon sens, d'art-thérapie parce que tous les temps finalement où la formation se passait, on discutait de violences basées sur le genre, on discutait d'éducation sexuelle, d'autonomisation des jeunes. Et on était parti aussi au Sahara, donc au désert algérien, pour faire en sorte que le projet ait plus de sens et surtout d'essayer, faire en sorte d'essayer d'autonomiser les femmes là-bas, qui avait marché parce qu'apparemment, d'après le suivi du projet, il y a beaucoup de femmes là-bas qui en ont fait leur métier aujourd'hui. Donc ça, j'en étais vraiment ravie.
Ensuite, j'ai été contactée par la Biennale de Rabat pour être intervenante dans un espace qui s'appelle l'espace de la tendresse subversive, un espace qui me parle beaucoup. C'était au musée Mohammed X, donc là où se tenait la Biennale de Rabat. Première biennale au monde dans l'histoire de l'art qui était exclusivement dédiée aux femmes artistes. Ça, c'était fort et j'étais vraiment ravie d'y participer. De base, je devais participer à cette biennale comme étant une intervenante parce que j'avais des choses à dire. Mais je n'étais pas encore sûre de pouvoir me déplacer à ce moment-là parce que c'était compliqué pour moi. Mais le commissaire de l'exposition, commissaire général de la Biennale, m'avait demandé de me présenter en quelques mots par mail. Et il avait tout de suite tilté sur une espèce de plume qu'il avait cru déceler. Et nous avons pensé ensemble le projet Celle qui manque. Donc j'étais là, mais pas tout à fait, j'étais celle qui manque. J'envoyais des lettres du 24 septembre au 18 décembre de 2019, toute la durée de la biennale, à la biennale pour le coup. Et mes lettres s'inscrivaient dans un registre littéraire d'autofiction, de poésie, de lettres épistolaires. Et c'était vraiment ça faisait l'écho du théâtre qui était ma vie à ce moment-là. Donc je parlais d'engagement, je parlais du hirat algérien, je parlais de féminisme, je parlais d'amour, je parlais de manque, je parlais d'attente. C'était un espèce de journal intime partagé avec je ne sais combien de personnes, puisque chaque soir, quand la lettre arrivait, elle était lue donc, par l'un des médiateurs du musée dans l'espace tendresse subversif, puis elle était ensuite partagée, enfin donnée sous forme de feuilles à ces mêmes visiteurs qui avaient atteint, je pense, 130 000 dans dans les 3 premiers mois de la biennale, ce qui est énorme. Et ces lettres-là sont actuellement exposées au FRAC, donc au Fonds régional d'art contemporain d'Orléans, de la région Centre-Val de Loire. Et là, j'entame des études à l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Comment ton militantisme s'est révélé comment tu as commencé à militer enfin, d'où est-ce que c'est né? Alors, je ne me rappelle pas forcément d'un moment en particulier qui avait fusé dans ma tête. Je pense avoir toujours été révoltée. Je suis issue d'une famille assez nombreuse et je me suis jamais laissée marcher sur les pieds. Mais je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient injustes, que les femmes, par exemple, n'étaient pas perçues ou n'avaient pas les mêmes droits que les autres, que les mecs pour le coup. Et, et genre, ça me poussait à finalement me poser des questions. Sinon, en ce qui concerne le monde des droits humains, j'ai toujours été très empathique, ce que je considère comme étant une espèce de mini-malédiction parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail de création, mais c'est très pénible à vivre au quotidien. Et ça, c'était depuis vraiment mon plus jeune âge. C'est-à-dire que quand je vois juste des vieilles personnes en train de marcher dans la rue, je me dis, oh mon Dieu, ils vont mourir et je commence à pleurer. Et c'est voilà, ce genre de personnes. Et ça m'a toujours quelque peu porté préjudice, mais ça m'a aussi poussée à me révolter, à ne pas être juste passive et observatrice du monde. Donc Amnesty International pour moi a été un choix juste évident parce que voilà, ça dépasse l'entendement des frontières, c'est international et puis je trouve que c'est hyper correct parce il y a un rapport qui sort chaque année de la situation des droits humains dans le monde et en fait chaque pays est cité et je trouve que c'est d'une justesse incroyable parce que voilà, il y a même pas le concept des puissances mondiales ou de l'économie qui rentre en jeu, ni même de la bombe nucléaire. Chaque pays est cité avec ses dépassements, qui ne se fait même pas finalement parfois à l'ONU. Donc j'étais heureuse de faire ça. Mais le féminisme, j'avoue avoir été consciente très très tôt d'être, de voir finalement qu'il y avait une inégalité presque palpable entre les hommes et les femmes dans mon milieu, où est-ce que j'ai grandi. Mais je préférais prendre ça comme étant plus général. Je faisais rentrer ça dans un espèce de tout qui serait plus rattaché aux droits humains qu'à la question des droits des femmes.
en soi, jusqu'à très récemment, en me rendant compte que les féministes étaient vraiment très marginalisées. Je me suis dit, ah oui, ok, moi aussi. Alors, donc je pense que se proclamer féministe aujourd'hui, du moins dans des pays comme les miens, c'est important parce qu'il y a autant de féministes qu'il y a de femmes et que c'est un mouvement tout à fait louable et qu'il faut faire en sorte de le promouvoir à la place de le marginaliser, promouvoir dans le sens où il faut expliquer à ces personnes-là qui n'ont toujours pas compris, apparemment, que ce n'est rien d'autre que l'égalité inconditionnelle des droits sociaux, économiques, politiques entre les hommes et les femmes. On avait dit qu'on s'était rencontrés en mars à l'Institut du monde arabe. Donc j'ai été invitée par l'Institut du monde arabe pour parler de féminisme et de révolution parce que justement mon pays était en pleine révolution puisqu'il y avait des manifestations durant déjà plusieurs mois à partir de février et du 22 février. Et depuis, je me souviens, le premier jour des manifestations qui avait pour but de destituer ou alors d'empêcher le 5e mandat de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui était très malade, qui était presque impotent. Il y avait des femmes dans ces manifestations-là. Il y avait un carré féministe. Et ce carré féministe-là subsistait du début jusqu'à vraiment la toute fin de ces manifestations-là. Je précise que ces manifestations ont été arrêtées à cause du Covid, qu'ils reprendront sûrement après. Mais au-delà de finalement l'aspect politique du 5e mandat, il y avait des revendications sociales très profondes, qui étaient l'égalité des droits. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a certaines lois qui marginalisent complètement les femmes, surtout quand elles se marient. Elles ne peuvent pas retirer les papiers de leurs enfants car elles ne sont pas leur tutelle légale. Elles sont presque sous la tutelle elles-mêmes de leur père, de leur frère ou de leur mari. Et donc ces femmes-là manifestaient dans un carré qu'ils appelaient le carré féministe. Je n'étais pas forcément d'accord avec ce carré-là. J'étais persuadée qu'il fallait investir l'espace public, que c'était une revendication en soi. Mais plus le temps avançait, plus je comprenais à quel point ce carré-là était important, puisqu'il constituait une présence à part, mais aussi faisant part en soi de ces manifestations. Donc un jour, des jeunes garçons ont agressé les femmes du carré féministe en leur disant que ce n'était pas le moment, le mardi d'après, parce que le vendredi, il y avait les manifestations, les grandes manifestations, et le mardi, c'était les manifestations des étudiants. J'étais toujours étudiante à ce moment-là, et pour le coup, j'étais sortie avec les étudiants et j'avais brandi une pancarte qui disait on ne peut pas libérer un pays si on ne libère pas ses femmes. Pareil, je me suis fait bousculer, on a essayé d'arracher la pancarte de mes mains et j'étais juste outrée. La pancarte n'est jamais tombée par terre. Chaque fois qu'on me l'arrachait, je la reprenais. Et ironie du sort, je me suis réfugiée dans ce carré-là où j'étais toute seule. Donc c'était pour moi une zone safe. Et j'ai encore plus compris l'essence même de ce carré féministe. L'après-midi, j'étais partie dans un débat populaire qui se tenait, je pense, chaque mardi chez, aux escaliers du TNA, du Théâtre National Algérien, et j'avais parlé de ce qui s'était passé. Bon, un homme a fusé en disant, s'est énervé, il a commencé à crier dessus en me disant oui, mais vous avez tout, mais vous demandez quoi? Il faut te faire il vous a tout donné. Et bon, on s'est parti un peu. Enfin, c'était pas un environnement. C'était très violent. Il y avait un air très violent qui pesait sur cet espace-là ce jour-là. Je sentais vraiment que les gens n'étaient pas d'accord avec moi et pour le coup, je n'arrêtais pas de répéter la même chose. On ne peut pas libérer un pays si on ne libère pas ses femmes. Surtout que les femmes étaient présentes durant les manifestations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner, entre guillemets, l'indépendance à la moitié de la population. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que j'appelle une indépendance en soi. S'en suivit vraiment dès le lendemain un lynchage médiatique, mais très très fort, qui a duré entre 1 et 2 mois, je crois, non-stop, sur les réseaux sociaux où on appelait
littéralement au viol, au meurtre. Genre, j'avais plus le droit de sortir de chez moi. Il était même question que j'arrête d'aller à l'école. Et c'était une période hyper compliquée de ma vie. Je me suis sentie rejetée par mon propre peuple, par finalement mon pays, parce que voilà, des femmes, il y en a des tas en Algérie. Et on ne peut pas juste les marginaliser de cette manière. Et ce qui m'avait encore plus choquée, c'est de dire, bon, il y avait autant, pas autant, mais il y avait du lynchage, mais il y avait aussi du soutien. Mais ce qui m'avait choquée, c'est les pseudo-intellectuels de l'Algérie qui s'étaient complètement ligués contre la cause féministe à ce moment-là, alors que clairement, il y avait des appels au meurtre. Et c'était vraiment très, très choquant. Mais depuis, je pense que ce genre de choses, c'est important. C'est important parce que, à mon sens, ça, c'était un espèce de TP, des travaux pratiques, sur le pourquoi du comment. En fait, non, c'est le moment, il faut en parler. Parce que regardez, dès qu'on en parle, il y a toute cette violence qui fuse. Si c'était pas. Pourquoi finalement? Pourquoi toute cette violence si c'était pas aussi important, si c'était pas un sujet qui fâche? Donc, voilà. Comment tu te vois, toi, dans quelques années, au niveau professionnel, mais aussi militant? Eh bien, j'espère du fond du cœur être toujours active dans une ONG d'ici là, ou alors essayer de faire de mon art euh, un art militant en soi. Je ne me pose vraiment jamais ce genre de questions parce que j'ai compris que souvent mes ambitions sont dépassées par la réalité et qu'ils évoluent très vite. Mais j'aimerais pouvoir publier un livre ou un roman dans quelques années. J'aimerais aussi éventuellement être plus implémentée dans le milieu de l'art, soit en tant qu'artiste, soit en tant que médiatrice culturelle, parce que je pars du principe que l'art adoucit les mœurs et que c'est une réelle façon finalement de véhiculer des messages d'une façon beaucoup plus universelle. Et j'aimerais faire en sorte vraiment que l'art ne soit plus finalement... Enfin, ça arrive un peu, en Algérie c'est le cas, je trouve. L'art n'est pas dédié à une élite et j'aimerais que ce soit le cas un peu universellement. C'est-à-dire que j'adorerais voir des jeunes dans des galeries, enfin des jeunes. C'est-à-dire que j'adorerais voir des mecs en claquettes. Enfin, mon rêve, hein, franchement, ce serait de voir des mecs en claquettes dans un vernissage hyper prestigieux. Parce que je trouve vraiment que l'art, autant c'est précieux, autant c'est censé être à la portée de tout le monde. Et qu'il soit vraiment intéressé, qu'il soit pas finalement venu pour les champagnes. Tout à l'heure, on parlait de la Biennale de Rabat, qui était donc uniquement composée de femmes. Est-ce que toi, Mhm. tu penses qu'il existe un art dit féminin? Je ne saurais pas le dire. Je pense que l'art n'est pas genré en soi. Mais je pense qu'il y a une espèce de discrimination. L'histoire de l'art nous l'a appris. Il y a vraiment beaucoup plus d'hommes qui sont produits, beaucoup plus d'hommes qui sont exposés. Et je pense que, au-delà de l'art dit féminin, je pense qu'il y a une espèce de dette à payer et qu'il faut la payer. Est-ce que il y a un objet culturel, donc je sais pas, un livre, un podcast, un film, créé ou imaginé par une femme que tu aimerais partager avec nous? Alors, je Ou vais plusieurs, hein. réfléchir. Et oui, c'est vraiment important hein, pour le coup. Il y en a vraiment beaucoup en fait. Je vais essayer de choisir. Je ne vais pas tomber dans le cliché de le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc c'est un peu trop facile. Hmm, je savais quoi? Je pense que j'aimerais partager avec vous une œuvre qui était dans la Biennale de Rabat, une œuvre qui pour moi compte beaucoup. C'était euh, pour ne pas juste me tromper, je vais juste checker le nom exact de, de l'œuvre. Cette œuvre-là est actuellement exposée au FRAC, hein, il faut savoir. Oui, voilà, donc c'était ça. C'était l'œuvre Sounds of Light de Naziha Mustafari.
Zahra Mestfaoui, qui est une artiste juste exceptionnelle, que j'ai eu la chance de rencontrer durant la Biennale de Rabat. C'est une femme qui est très engagée pour l'écologie, qui a passé plusieurs mois et même des années dans des, des tribus autochtones qui étaient en complète immersion avec leur culture. Et cette œuvre-là, Sounds of Light, c'est un bassin rempli d'eau où il y a une lumière juste au-dessus qui résonne avec le son d'un chaman qui chante. Et en fait, en voyant l'eau qui résonne à travers cette, en, en voyant l'eau qui résonne à travers les chants du chaman, on remarque que les vibrations changent quand lui change d'humeur. Et même les couleurs changent quand lui change d'humeur. Et je trouvais ça presque mystique. Je prends cette œuvre-là ou cette artiste-là parce qu'elle nous a quittés vraiment très récemment, en juillet ou en fin juin 2020. Et elle était vraiment à la fleur de l'âge. Elle était belle, elle était grande, elle était intelligente, elle était juste merveilleuse. C'était une femme très impressionnante. C'était l'une des premières femmes avec qui j'avais discuté à la Biennale de Rabat et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais à ce moment-là que 24 ans, j'étais la plus jeune, je ne pensais pas du tout être à ma place et elle, avec tout ce qu'elle avait fait dans son registre d'activité, avec tout son engagement, avec tout ce qu'elle a fait, c'est juste énorme. J'invite justement tous tes auditeurs à aller voir un peu ses travaux. Elle était juste là, elle était accessible, elle était à l'écoute et elle semblait vraiment intéressée à ce qui se passait en Algérie, à ce qui se passait en France, à ce qui se passait dans le monde. Et je pense que c'est juste une femme extraordinaire. Et Sounds of Light, c'est sa dernière œuvre. Et je pense vraiment qu'elle vaut le détour. Vous venez d'écouter la voix de Sonia Ghasmi, militante féministe algérienne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @NoraFierogué et pour lire les mêmes livres que moi, vous pouvez tous les retrouver avec le hashtag Norali. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.